Aujourd'hui, sixième séance consacrée à la séquence 2 du programme d'histoire de la classe de 3e, intitulée « Les conséquences de la Première Guerre mondiale ». Aujourd'hui, il est temps d'attaquer un gros morceau du programme de 3e et de l'histoire du XXe siècle, l'histoire mondiale du XXe siècle, à savoir les révolutions russes de l'année 1917. Et oui, les révolutions russes, et non pas la révolution russe de 1917, parce que même si l'une est beaucoup plus célèbre que l'autre, même si la révolution bolchevique de Lénine d'octobre 1917 est restée bien plus dans les mémoires parce qu'elle a eu des conséquences, un impact bien plus important, eh bien, elle a été précédée d'une autre révolution, l'une expliquant l'autre d'ailleurs, l'une provoquant l'autre, la révolution de février 1917. Et donc nous allons nous demander à chaque fois quels sont les acteurs, les causes, le déroulement et aussi le bilan de ces révolutions qui secouent dans un premier temps la Russie, mais qui vont également modifier le cours de l'histoire de la Première Guerre mondiale et aussi le cours de l'histoire de l'humanité du XXe siècle. Alors, il est plus que nécessaire de resituer le contexte spatial et chronologique de la séance, à savoir qu'en 1917, la Russie est plongée, comme d'autres belligérants, dans la Première Guerre mondiale, que l'Empire russe du tsar, de l'empereur autocratique Nicolas II est en guerre avec ses alliés français et britanniques, italiens, serbes, roumains, contre les deux empires centraux, l'empire d'Allemagne, l'empire d'Autriche-Hongrie, la Bulgarie et aussi l'empire ottoman. Or justement, la Russie de Nicolas II se paye un front qui s'étire sur plus de 3000 km depuis la mer Baltique jusqu'à la mer Noire et même plus loin encore, jusqu'au Caucase. Et c'est là que l'armée russe affiche l'étendue de ses limites, elle que l'on considérait avant-guerre, mais bien à tort, comme un véritable rouleau compresseur qui devait broyer, écraser, ratatiner les empires centraux. Eh bien, ce rouleau compresseur se révèle littéralement en carton-pâte, puisque les Russes ont été vaincus à plusieurs reprises et ont entamé une marche arrière que n'ont jamais interrompu les multiples tentatives de contre-attaque. Et si vous regardez la carte que vous avez sous les yeux, eh bien vous voyez que ce qui est en pointillé vert sur fond orange, ça correspond au territoire perdu par la Russie, par l'Empire russe, entre 1914 et le début de l'année 1918. C'est un véritable désastre militaire qui s'annonce, c'est-à-dire que sur le front de l'Est, la guerre de position, c'est-à-dire les tranchées, ne s'est jamais réellement imposée parce que les Russes ont toujours eu des difficultés à tenir leur position. Donc oui, les Russes s'enterrent dans des tranchées, mais à la première offensive venue des empires centraux, les Russes reculent, ce qui explique ces pertes colossales de territoire tombées aux mains de l'ennemi. Bon, malgré tout, les Russes ont quand même un mérite jusqu'en mars 1918, c'est qu'ils fixent malgré tout de nombreuses troupes allemandes et austro-hongroises, ce qui soulage d'autant le front occidental, c'est-à-dire le front tenu par les franco-britanniques. Et c'est dans ce contexte de défaite annoncée
parce qu'il faudrait être sacrément optimiste pour envisager que l'Empire russe a encore les moyens de retourner militairement la situation. C'est dans ce contexte de désastre annoncé qu'éclate en février 1917, le 23 février pour être précis, une série de manifestations pacifiques qui s'accompagnent de grèves dans les usines de la région de Pétrograd. Alors Pétrograd n'est autre que Saint-Pétersbourg, sur la Baltique, c'est-à-dire la capitale de l'Empire russe à l'époque, mais simplement rebaptisée parce que c'est toujours un peu embêtant de porter le nom d'une capitale dans la langue de l'ennemi que l'on combat. Et oui, Saint-Pétersbourg, la ville de Saint-Pierre, c'est son nom allemand, parce que les fondateurs de la dynastie impériale russe étaient plus ou moins originaires de cette région. Donc on a rebaptisé la ville de Saint-Pierre, on lui a donné un nom véritablement russe, Pétrograd. C'est bien la capitale, pour quelque temps encore, de l'Empire russe. Et dans cette capitale, eh bien, l'impensable se déroule. Et l'impensable, ce sont des manifestations de protestation. Je dis bien impensable parce que la Russie est un empire autocratique, autrement dit dirigé par un autocrate, et l'autocrate, c'est le dictateur. Le tsar, l'empereur Nicolas II, dirige son pays d'une main de fer, enfin du moins il essaye, et les mouvements de protestation sont régulièrement réprimés. La dernière fois, en 1905, quand des hommes, des femmes et des enfants avaient osé protester, manifester, l'armée avait réprimé dans un bain de sang resté mémorable les manifestations. Donc là, les femmes, parce qu'elles sont en pointe du mouvement, puisque beaucoup d'hommes sont sur le front, tout simplement, les ouvrières en grève des usines qui manifestent, qui réclament du pain, la paix, surtout la paix, et aussi, pourquoi pas, des libertés, eh bien, ces femmes prennent un risque démesuré, parce qu'elles pourraient très bien, elles aussi, mourir. Sauf que là, on ne va pas assister au même scénario qu'en 1905. Tout simplement parce que l'armée, qui avait soutenu sans faillir l'autocratie, l'Empire russe, Nicolas II, en 1905, et bien là, en 1917, l'armée laisse tomber son chef suprême, le tsar Nicolas II, qui est d'ailleurs absent de Pétrograd, puisqu'il est sur le front en train d'essayer de coordonner la résistance des armées russes face à l'avancée allemande. Eh bien, l'armée laisse tomber le tsar, puisque, au lieu de tirer sur la foule, les soldats retournent leurs fusils contre leurs officiers et fraternisent avec la foule. Ça s'explique pour deux raisons. D'abord, les soldats souffrent, ils sont même les premiers à souffrir et carrément à mourir sur le front, pour une guerre qu'ils sont les mieux placés pour savoir qu'elle est perdue et que ça ne sert plus à rien de la poursuivre. Donc les soldats, eux aussi, sont pour la paix et ils l'expriment de cette manière. Et puis, l'autre raison, c'est que cette fois-ci, les militaires refusent de tirer sur ces femmes qui pourraient être leurs mères, leurs épouses, leurs sœurs. Donc, ajouter à cela un certain désamour vis-à-vis du tsar Nicolas II et de la famille impériale, qui a conduit la Russie là où elle en est tombée, parce que le tsar, au fond, en 1914, il a fait un pari. Il a fait le pari que l'Empire russe serait victorieux et sortirait renforcé de la guerre. Or, non, c'est tout le contraire qui va se passer. Et donc, le tsar va payer l'addition, puisque l'armée le lâche. Et du coup, le tsar va être obligé d'abdiquer, c'est-à-dire que il abandonne le pouvoir, il abandonne sa couronne. Il va même essayer, dans un premier temps, de refiler sa couronne
à un membre de sa famille, le grand-duc Michel par exemple, mais qui vont poliment refuser parce que ils n'ont pas plus de solution que Nicolas II lui-même. L'Empire russe est à bout de souffle et du coup, ce qui n'était au départ qu'une simple manifestation devient une révolution. Et un gouvernement provisoire se met en place, qu'on appellera bourgeois, parce que même si le journal de Paris évoque cette révolution populaire qui triomphe en Russie, le nouveau gouvernement représente surtout les classes moyennes russes, qui sont les moins nombreuses, et qui finalement ne représentent pas grand monde. Et ça va d'ailleurs être un problème pour ce gouvernement bourgeois provisoire. Et toujours est-il que ce gouvernement provisoire va donner des gages au peuple. Il va libérer les prisons dans lesquelles croupissaient les prisonniers politiques. Le nouveau gouvernement va accorder ce qu'il peut, c'est-à-dire la liberté de la presse, va promettre des élections dès lors qu'on sera capable de les mettre en place, c'est-à-dire une fois la paix revenue. Mais pour l'essentiel, le gouvernement provisoire ne peut pas donner aux Russes ce qu'ils voudraient, c'est-à-dire le pain, parce qu'ils ne peuvent pas le fabriquer, d'autant que les agriculteurs sont en train de se faire tuer sur le front. Et puis surtout, le gouvernement provisoire bourgeois se considère comme obligé de poursuivre la guerre pour une question de loyauté envers ses alliés britanniques et français. Et c'est pour ça d'ailleurs que le titre du journal de Paris correspond à un soupir de soulagement. Le nouveau gouvernement poursuivra la lutte à outrance. Autrement dit, le gouvernement russe a changé, mais le gouvernement poursuit la guerre aux côtés de ses alliés, et c'est bien là l'essentiel. Pour les Français et les Anglais naturellement. À une époque où les États-Unis ne sont toujours pas rentrés en guerre, puisqu'ils n'entreront en guerre qu'en avril 1917 contre l'Allemagne. Et si c'est un soulagement pour les Anglais et les Français que les Russes continuent, tant bien que mal, à honorer leurs engagements militaires, pour la population de Pétrograd et pour toute la population russe, c'est la douche froide. Parce que, justement, la cause essentielle des malheurs de la population russe, c'est la poursuite de cette guerre, toujours plus meurtrière, toujours plus impopulaire. Une guerre qui a coûté 4 millions d'hommes à l'armée russe. Entre les tués, les prisonniers, les disparus, c'est une perte colossale. Surtout, à quoi rime cette guerre qui est perdue? Est-ce qu'on laissera les Allemands rentrer dans Saint-Pétersbourg? Est-ce qu'on les laissera continuer à avancer toujours plus vers l'Est? À quoi ça sert? La guerre est perdue. Pourquoi continuer ces souffrances? Et puis, tous ces agriculteurs, tous ces ouvriers qui se font tuer inutilement sur le front, s'ils étaient dans leurs champs, dans leurs usines, l'économie russe ne s'en porterait que mieux et une vie un peu moins difficile, un peu plus normale, s'imposerait à tous. Mais le gouvernement provisoire, dont l'homme fort est d'ailleurs un militaire, le général Kerensky, reste sourd et aveugle aux revendications de la population russe. Pire, le général Kerensky va même former des bataillons de femmes qu'il va envoyer se faire tuer contre les soldats allemands ou austro-hongrois. C'est pour dire si Kerensky croit encore en la capacité de résistance et peut-être même, allez savoir, de victoire de l'armée russe pendant cette guerre. Et ça va coûter très cher au gouvernement bourgeois parce qu'il va devenir très rapidement très impopulaire. Alors, que retenir de ce que l'on vient déjà de voir?
Il faut retenir que, spontanée, la révolution de février 1917 se déroule à Pétrograd, la capitale de l'Empire russe, et prend la forme de manifestations monstres et improvisées du 23 février au 2 mars 1917. Le peuple ne supporte plus les privations et souffrances provoquées par la guerre, à l'évidence perdue, et par l'absence de liberté et de démocratie. Aussi de pain. Elle débouche sur l'abdication du tsar Nicolas II Romanov. Romanov, c'est son nom dynastique, mais on l'appelle Nicolas II, qui est lâché par l'armée. Le gouvernement provisoire bourgeois garantit la liberté de la presse et libère les prisonniers politiques, mais commet l'erreur mortelle de poursuivre la guerre aux côtés des Alliés.